Bienvenue dans Elles investissent, le podcast organisé par Eves qui met en lumière des femmes inspirantes dans la finance. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Ivana Davo, directrice du Wealth chez BlackRock France. BlackRock est le leader mondial de la gestion d'actifs. Alors, Ivana, installez-vous confortablement. Merci. Donc, cet échange, elle nous permet d'être riche et très inspirant. Alors, tout d'abord, moi, j'ai une question. Comment êtes-vous entrée dans le monde de la finance? Puisque finalement, c'est un milieu qui était particulièrement masculin. Expliquez-nous quel a été ce petit brin de folie qui vous a amené à rentrer dans la finance. Vous allez être étonnés parce que c'est une histoire assez rigolote. Merci en tout cas de m'inviter aujourd'hui, Anne-Laure. Je suis ravie d'être avec vous. En fait, mon papa, quand j'étais petite, il me disait, ma fille, si tu veux réussir dans la vie, il faut que tu sois banquière ou contrôleur aérien. Je pense qu'il exagérait un peu. Mon père a toujours été un peu excessif, mais en tout cas, c'est vrai que la finance était un secteur qui m'a toujours attirée parce que ça a un réel impact sur les économies, sur les sociétés. Donc, en fait, j'ai fait toute ma carrière dans le monde financier. J'ai commencé donc à Londres à la fin de mes études, en travaillant d'abord à la Société Générale, puis chez Crédit Suisse à l'époque. Donc déjà, en études, vous avez commencé à faire des études pour vous diriger dans la finance. Exactement. Très tôt, vous vouliez… Parce que j'ai toujours écouté mon papa. Et donc je suis partie à Londres à la fin de mes études et en fait j'ai adoré travailler avec des anglo-saxons. Et d'ailleurs vous voyez, je suis encore chez des Américains 20 ans plus tard. Les anglo-saxons, ce sont quand même des gens qui sont pragmatiques, qui sont rigoureux, qui sont innovants. Alors on le sait tous, travailler à la City quand on a 23-24 ans, c'est pas simple. Moi j'ai connu 2008 où le lendemain de la chute de Lehman, il y avait la moitié du bureau qui partait avec ses cartons. Mais en tout cas, ça m'a vraiment permis de conforter mes convictions sur le fait que c'était un métier qui me convenait et qui est surtout, et on reviendra peut-être un petit peu dessus plus tard, beaucoup plus concret que ce qu'on aurait pu imaginer. Alors justement, ce côté concret, comment vous l'avez matérialisé? Qu'est-ce qui a été grisant en fait dans ce côté concret que vous voyez? C'est vrai qu'en fait, quand on est à la fac et qu'on regarde les polycopiés de nos cours de finance, ça paraît quand même assez abstrait. Et finalement, quand on arrive sur le terrain, on se rend compte qu'il y a plein de messages à faire passer. Je pense que c'est encore plus vrai dans le métier de commercial d'asset management, qui est un métier que je fais maintenant depuis une quinzaine d'années, puisque en fait, il va falloir raconter un peu des histoires et donner envie aux particuliers et aux professionnels d'investir. Donc moi aujourd'hui je travaille chez BlackRock, comme vous le disiez, ça fait maintenant 9 ans, et la mission principale de BlackRock, c'est accompagner les épargnants et les investisseurs vers un meilleur avenir financier. C'est vraiment la devise de notre maison, et donc en fait c'est des choses finalement très concrètes et simples. Oui, qui a un rôle d'impact très concret, effectivement, rendre de la richesse. C'est effectivement très concret. Alors, en tant que femme, donc la finance, c'est un milieu très masculin. Vous avez bien écouté votre papa, donc quand même un modèle patriarcal. Quel a été, quels défis vous avez rencontrés? Peut-être aucun, ce qui serait formidable. Comment, en tant que femme, vous avez fait votre place, parce que vous êtes aujourd'hui quand même directrice du Wealth chez BlackRock, une très belle carrière, donc toutes nos félicitations. Mais c'est pas forcément évident d'arriver à cette place. Alors c'est vrai. Alors j'ai regardé la stat parce que je m'étais dit on va en parler aujourd'hui. Il y a quand même 51%. Le secteur financier, c'est 49% d'hommes et 51% de femmes. Mais en revanche, en fait, c'est vrai qu'à des niveaux directionnels, décision et tout ça, alors là, les statistiques sont effectivement encore très basses. Il y a très peu de femmes décisionnaires dans le monde de la finance. Étonnamment, j'ai eu, à une exception près, que des managers femmes tout au long de ma carrière. Formidable, incroyable. C'est assez incroyable. Et je pense qu'elles m'ont vraiment construite. Alors, parfois, il y en a certaines qui ont été assez dures, assez rigoureuses, mais en tout cas, elles m'ont donné des bases extrêmement solides. Et surtout, elles m'ont appris à avoir confiance en moi.
oser être une femme en finance, ne pas se sentir en retrait par rapport aux hommes. Et là encore, je vais encore faire une analogie par rapport à mes années passées à Londres. Je pense quand même que les Anglais sont plus avancés en termes de diversité et d'inclusion. À l'époque, dans les années 2000, il y avait déjà pas mal de femmes. Je pense qu'en France, on est un peu plus en retard. Mais je trouve que les choses changent. Vous pouvez aller regarder notre équipe chez BlackRock. On est 5 filles, 5 garçons. Donc Oui, une vraie... d'ailleurs, le bureau est dirigé par une femme. Ouais, par Estelle Castres. Donc voilà. Donc je dirais... le monde de la finance, les femmes en finance, c'est vraiment des personnes, on doit s'entraider, on doit être solidaire, on doit se coacher. Il ne faut pas imaginer qu'on est dans un contexte de working girl où il y a Sigourney Weaver qui va tirer les cheveux de Mélanie Griffith, mais on est une team et je trouve qu'il y a pas mal de choses qui sont mises en place. Vous le faites avec Evest. Je pense une association à laquelle je participe régulièrement, que j'aime beaucoup, c'est Women in ETF, où en fait, on va être des personnes un petit peu plus seniors et des plus juniors et on va travailler ensemble pour aider justement les jeunes. Ce mentoring. Et vous seriez étonnés d'ailleurs de voir du nombre d'hommes qui souhaitent s'inscrire à cette association. Donc on va dans la bonne direction, je pense. On va dans la bonne direction, mais c'est un message magnifique que vous nous donnez avec un espoir de sororité dans la finance. Alors, maintenant, on va rentrer peut-être un peu plus maintenant sur le concret des financiers. Donc, BlackRock, leader de la gestion d'actifs, est bien sûr aussi connu pour être le leader des ETF. Qu'est-ce qu'un ETF? Ouais. Alors, un ETF, c'est un Exchange Traded Fund. Excusez-moi pour mon accent très français. On appelle ça également un tracker. Donc, ça va être un fonds qui va être coté en bourse, donc de la même manière qu'une action, qu'une obligation, et qui va répliquer de manière algorithmique un indice de référence. Donc, on va avoir des ETF sur le MSCI Monde, sur le CAC 40, sur le S&P 500. Alors ça, c'est des indices phares et assez classiques, mais aujourd'hui, vous avez des centaines, des milliers d'ETF sur des indices encore plus spécifiques. Pour moi, il y a 4 grandes choses à savoir sur les ETF. Quels sont les 4 gros avantages de ces produits? Tout d'abord, ça vous offre de la diversification. Quand vous achetez sur une action sur les marchés boursiers, voilà, vous êtes investi seulement sur votre titre. LVMH, Stellantis et autres. En investissant sur un ETF, en une seule et unique transaction, vous allez vous retrouver investi dans des dizaines, voire des centaines de titres et d'expositions sous-jacentes. Donc, la diversité. Le deuxième facteur important à savoir, c'est qu'il y a la transparence. Un ETF, vous allez savoir en continu, par exemple les ETF iShares de la marque BlackRock, vous allez sur notre site internet et vous allez pouvoir voir tous les sous-jacents qui composent l'indice en permanence. Donc en fait, tous les titres que l'on retrouve dans… Pas indice, tout à fait. Ouais. Donc en fait, vraiment, vous savez en temps réel sur quelle société vous êtes exposé. Ouais. Troisième avantage, c'est les frais. On est sur des produits qui sont avec des frais de gestion beaucoup plus faibles. Parfois, on parle d'un rapport de 1 à 10. Un ETF chez iShares, ça va être, les moins chers vont être autour de 5 points de base, 0,05%. Et on va aller sur des expositions un petit peu plus sophistiquées, maximum à 0,4% quand on parle de dette émergente ou de dette indienne. Et enfin, le dernier avantage de ces produits, c'est qu'ils sont très facilement accessibles. Vous pouvez y accéder via des plateformes digitales à partir de quelques euros. Vous avez des ETF chez iShares. À 5 euros, vous vous retrouvez investi sur une exposition mondiale. Donc vraiment un produit simple, attractif, qui est souvent utilisé soit par des personnes qui veulent faire leur premier pas dans l'investissement, soit également par des gérants plus sophistiqués dans un contexte où on veut construire un portefeuille diversifié. Oui, c'est vrai qu'on voit une très très forte augmentation de l'utilisation des ETF. Nous-mêmes, chez Vest, on a notre portefeuille core qui est composé majoritairement d'ETF, mais pas que. Mais alors, par rapport à une gestion active, donc ces fonds d'investissement qui sont gérés par des gérants, où les gérants font le choix des valeurs, finalement, est-ce qu'on peut dire que les ETF, ils ont dépassé cette gestion active, ils ont gagné ce match entre la gestion active et la gestion passive? Alors, c'est vrai que
les ETF sont en pleine révolution. Il y a un boom des ETF. On est sur des niveaux de croissance de l'ordre de 18-19% annualisés. On a dépassé les 11 trilliards d'encours sur les ETF à travers le monde. Mais nous, chez BlackRock, on n'est pas du tout convaincu qu'il n'y a pas de place à la gestion active. Et d'ailleurs, chez BlackRock, on a une offre de gestion active très reconnue sur les marchés financiers. On met plutôt la gestion active en collaboration avec la gestion passive et non pas en gestion et non pas en opposition. Ce qu'il est vrai, c'est que la gestion active, elle a besoin de se réinventer aujourd'hui. Un fonds qui va demander des frais à 1,5-2% sans réellement créer de l'alpha, ça veut dire de la surperformance, ça risque d'être compliqué. Mais on voit effectivement les gérants actifs innover, se renouveler. Donc, on va voir des stratégies émerger avec justement des niveaux de tracking error très élevés. On va vraiment avoir des gérants de conviction qui vont aller expliquer pourquoi ils vont surpondérer Hermès après le boom de la vente des sacs Birkin en Chine. En fait, vraiment, la gestion de conviction à forte valeur ajoutée a clairement encore son avenir. Et puis après, il y a d'autres types de stratégies. On voit arriver l'essor de plus en plus de stratégies systématiques. Ça reste de la gestion active, mais on va utiliser toutes les informations autour du big data et de l'intelligence artificielle pour constituer des portefeuilles très diversifiés. Donc là, ce n'est pas de la gestion passive, mais en tout cas, ça va être plus proche des indices de référence. Donc, gestion systématique, c'est-à-dire que c'est une gestion qui s'inspire, qui est quantitative, qui va utiliser l'intelligence artificielle pour construire des portefeuilles. Et qui va utiliser toutes les données aujourd'hui qui nous sont disponibles. Vous avez des gérants actifs qui vont, eux, aller écouter les conférences trimestrielles des CIO, CEO. Et ben, avec la gestion systématique, plutôt que d'aller écouter ces comptes rendus, vous allez les passer dans la moulinette et vous allez analyser en temps réel des centaines, des milliers de comptes rendus de conférences trimestrielles et vous allez en ressortir les éléments positifs et négatifs. À la fin, donc ça c'est la base pour faire son analyse, mais il y a toujours un gérant, un humain qui va décider de sous-pondérer ou surpondérer les sociétés. Ce sont souvent des stratégies qui sont extrêmement diversifiées. Vous allez retrouver des centaines, voire des milliers de titres dans le portefeuille et très peu BlackRock en propose. Et BlackRock en propose, oui, tout à fait. Intéressant. Intéressant. Et justement, alors BlackRock, si on parle maintenant des tendances d'investissement, on est quand même dans un début d'année où tout le monde, après l'élection de Trump, pensait que les marchés américains allaient aller au sommet. C'est plutôt l'inverse qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'annonce déjà, je n'ai pas de boule de cristal. Chez BlackRock, effectivement, on a vu arriver cette période de volatilité depuis la mi-février, peut-être comme plutôt une opportunité. Alors, il va falloir peut-être encore laisser passer quelques semaines. Nous sommes des investisseurs long terme et je pense que c'est la même chose chez Evest. Je vous disais en introduction, notre objectif, c'est vraiment d'accompagner les épargnants pour faire croître leur patrimoine. Si on regarde les marchés financiers sur le long terme, on reste convaincu que les actions américaines sont une bonne partie d'un investissement diversifié. Les sociétés américaines restent quand même plus solides. La croissance aux États-Unis, elle est quand même plus présente qu'en Europe. On pense que ce sujet de barrières douanières, c'est clairement aussi pour faire pas mal de buzz en début de campagne. Trump a mis très vite en place… en fait, Trump était déjà prêt avant son élection. Il savait qu'il allait gagner beaucoup plus facilement qu'en 2016. Donc, il déroule son programme dans les quelques premiers mois. Mais très rapidement, il va devoir réfléchir aux élections mi-terme. Et dans ce contexte-là, voilà, on pense quand même que les actions américaines, même si elles sont à des niveaux de valorisation élevés, restent quand même un placement intéressant parce que les fondamentaux sont plus solides. Et notamment aussi parce qu'il y a tout ce thème de l'intelligence artificielle qui est quand même
en grande partie drivé par les États-Unis. Et on le sait tous, hein, cette méga-force, c'est du même niveau que l'arrivée de la télévision ou de l'Internet dans la fin des années 90. Et ça devrait rayonner sur tous les secteurs et pas seulement sur le secteur de la tech. On en parle régulièrement, mais l'intelligence artificielle, elle aide énormément le secteur de la santé, elle aide le secteur industriel. Et voilà, même si l'intelligence artificielle n'est pas uniquement drivée par les États-Unis, ça reste quand même le berceau. D'accord, donc on reste effectivement investi sur les États-Unis, on est investisseur de long terme, on garde confiance, les baisses ça arrive, Mm. mais la tendance elle est là. Vous avez parlé effectivement de l'intelligence artificielle qui propulse l'économie américaine et qui est une tendance de fond. Celle-ci aussi, c'est quelque chose que l'on joue sectoriellement Mm. dans les portefeuilles. Est-ce qu'il y a d'autres tendances éventuellement qui seront Alors, on peut mettre un peu d'or. pas trop Ah, cher? c'est un peu cher, mais bon, voilà. Oui, mais ça reste Ça peut ça être une reste, ça reste diversification. une diversification et On est quand même, on connaît un début d'année très volatile. On a oui, revu le VIX repartir le à VIX qui est l'indice de voilà. volatilité, Donc, effectivement, pourquoi pas mettre un petit peu d'or dans ses dans ses portefeuilles. portefeuilles. Tout à fait. On en a chez Invest justement, 5% dans nos portefeuilles. Hum, Ça a été un des moteurs hum. de croissance Depuis le depuis début le début de l'année. Hum, Tout hum. à fait. Euh, Très clairement, aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir aussi par rapport à cette distribution digitale que vous Hum, regardez, qui fait partie un peu de votre rôle. hum, Et qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce hum, que vous voyez avec vos clients hum. émerger comme tendance? Je vous racontais tout à l'heure que j'adore mon métier parce qu'effectivement, je raconte des histoires. Quand on adresse la clientèle via des canaux digitaux, on va encore un cran plus loin dans le fait de raconter une histoire. Parce qu'en fait, à travers les partenariats qu'on a scellés avec les acteurs digitaux, on va directement s'adresser à Madame Michu, aux particuliers. Et donc, on a un objectif qui est encore plus simple, c'est vraiment de donner envie de faire ses premiers pas dans l'investissement, de démocratiser la finance. Donc vraiment, il y a tout un travail en fait que l'on fait avec mes équipes de rendre sexy, attractifs les produits de BlackRock. Et alors, moi, je me sers Alors, beaucoup. comment vous faites? Eh ben, je me sers de mes filles. Et non, mais Ah! c'est pas une blague. Alors, pas la dernière, parce qu'elle est un peu petite, elle a 5 ans. Mais mes deux grandes, qui ont 12 ans et 9 ans, elles m'entraînent à essayer de parler en utilisant des mots simples pour faire comprendre des ETF. Donc, elles sont très fières de raconter à l'école que maman, elle vend des ETF. Elles savent ce que c'est qu'un ETF. Et en fait, je me dis qu'à partir du moment où elles comprennent, un autre exemple, c'est aussi ma maman. J'aime beaucoup parler de ma famille. Mais à partir du moment où elles comprennent ce que j'explique, je me dis que ma mission, elle est réussie. Et je dirais un point qui est important, c'est que ce que je fais avec mes filles, et je le recommande à tout le monde, c'est de parler du patrimoine, de la finance dès le plus jeune âge. C'est souvent encore en Exactement. France Ouais, un ouais, sujet qui est ouais, quand même ouais. assez tabou. On parle très peu d'investissement en famille, et pourtant aux États-Unis, en Angleterre, c'est un sujet de monnaie courante comme on pourrait parler de n'importe quoi d'autre. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on éduque nos familles, nos plus jeunes, à comprendre l'importance d'épargner et d'investir dès qu'ils le peuvent. C'est vrai, je suis totalement d'accord. Il faudrait que je le fasse avec mes filles aussi. En tout cas, c'est une très très belle image que vous donnez Mm. là de aller vers l'éducation financière dès le plus jeune âge et de promouvoir et cette volonté de démocratiser en tant que leader de la gestion d'actifs l'accès et la compréhension à l'investissement. Donc bravo pour cette initiative. Maintenant, peut-être pour conclure, il y a beaucoup de femmes qui sont en train de vous écouter, qui se posent des questions, qui n'ont pas forcément confiance pour investir, qui n'ont pas forcément se sentent pas forcément légitimes pour aussi épargner, prendre des décisions financières, qui sont un peu bloquées. Qu'est-ce que vous voudriez leur dire? Comment elles Mm. peuvent finalement prendre confiance? Vous avez complètement raison, Anne-Laure. Et c'est vrai que nous, chez BlackRock,
on gère des produits financiers, mais on s'intéresse vraiment aussi au comportement des investisseurs. Et on a fait en 2022 et en 2024 une étude sur le comportement des investisseurs au niveau européen qui s'appelle People and Money. Et notamment, il y avait toute une section sur justement comment les femmes investissent, quelles sont leurs barrières, de quoi elles ont peur. Donc, il y a des bonnes nouvelles et des moins bonnes. Bon, aujourd'hui, vous avez une femme sur 5 qui a déjà placé son argent sur les marchés financiers. C'est bien, mais c'est pas assez. Clairement pas assez. C'est pas assez. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est en forte progression entre 2022 et 2024. Donc, je vous dis, tout le travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui, vous et moi, eh ben, il commence doucement à porter ses fruits. Mais effectivement, il faut qu'on fasse augmenter ces statistiques. En même temps, on a quand même le sentiment qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui chez les femmes sur l'indépendance financière, sur la construction d'un patrimoine, sur le long terme. Et c'est pour ça que ces chiffres sont meilleurs. Je reviens à ce que je disais il y a un instant, la pédagogie, elle est clé. Rendre simple des choses qui peuvent sembler complexes et qui ne le sont pas. Expliquer les principes de diversification, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, de ne pas timer les marchés. Ça, il n'y a rien de pire. Hein. On investit sur du long terme. Hein. C'est pas parce peut-être le dire aux hommes aussi. Oui, ça c'est vrai. On va se focaliser sur les femmes. Mais voilà, il y a plein de petits principes de base que l'on retrouve très facilement dans des vidéos YouTube un petit peu partout. Et puis, je dirais, ce qui est très important, c'est si on n'est pas sûr de soi, eh ben, on va chercher des professionnels de l'investissement. On va voir Anne-Laure de chez Evest qui, justement, elle a travaillé pendant des années dans le secteur de la finance. On va s'aider de gens qui peuvent nous accompagner, qui vont vous aider aussi à comprendre quel est le risque que vous êtes prêt à prendre, quel est votre objectif d'investissement, est-ce que c'est payer les études des enfants, est-ce que c'est financer la retraite, est-ce que c'est acheter une résidence principale. Donc voilà, donc les professionnels sont aussi là pour nous aider quand on n'est pas sûr de nous. Merci beaucoup, Ivana. Merci beaucoup d'avoir été sur ce podcast. C'est très inspirant et ça donne beaucoup de messages d'espoir. Merci Anne-Laure, bonne journée.